Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à toucher, à émouvoir par leur travail, que ce soit, on va dire, des initiés comme vous, et puis d'autres personnes qui sont néophytes, qui vont découvrir la photographie, qui s'y intéressent ou qui vont la découvrir par rapport à notre programmation. Et puis, vous voyez, je vais citer tout simplement, par exemple, un artiste qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai commencé ma programmation avec lui parce que il fait partie de ces artistes qui me bouleversent depuis mon adolescence. Vous voyez, depuis les débuts de la période où j'ai commencé à pratiquer, qui est Sebastião Salgado. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Cet épisode est également diffusé sur le podcast Parlons Livre Photo. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur Parlons Livre Photo et qui s'intéressent à la ville de Nice, je vous invite à écouter ce tout nouveau podcast Rendez-vous sur la prom que je co-réalise avec mon ami Jean-Raphaël Drahi. Nous partons à la rencontre de Niçois inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer à Nice une personne passionnée de photographie. Né le 9 mai 1820 à Grasse, devenu photographe au début des années 1850, il est le premier à photographier les Alpes-Maritimes juste après la création du département. Il exécute également une première série de clichés du Midi en 1852. Peu de temps avant sa mort, il obtient un poste de professeur au lycée impérial de Nice et ouvre un atelier rue Chauvin. Mort dans l'oubli dans sa ville natale, il ne sera redécouvert qu'en 1936 à la faveur de grandes expositions photographiques organisées à Paris et New York. En 2016, en son hommage, la ville donne son nom au musée de la photographie, le musée de la photographie Charles Nègre. Vous l'aurez compris, cette présentation n'est pas celle de notre invité du jour, qui est bien vivant. Notre invité aujourd'hui est le directeur du musée de la photographie Charles Nègre de Nice. Il occupe ce poste depuis janvier 2021. Il a exposé les plus grands photographes, mais aussi des photographes locaux, connus ou moins connus, dans la galerie attenante. Parmi eux, nous pouvons citer Vincent Munier, Nick Knight, Jacques Renoir, Yann Arthus Bertrand, Sebastião Salgado, Charles Bébert ou actuellement Lionel Cazan et Alexandre Dufay. Bonjour Stéphane Talon. Bonjour Julien, merci pour votre invitation. La date de naissance ne vous a pas fait tiquer, vous avez prévenu à l'avance. Oui, je vous remercie pour cette précision. Effectivement, je suis un peu plus jeune que Charles Nègre et puis je n'ai pas son talent photographique, mais effectivement, c'est une belle introduction. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre, on a des projets en cours. C'est encore arrivé ce matin en préparant l'introduction. À chaque fois, j'ai un rictus sur le visage au moment de lire votre nom, qui est le même que le président de la République du Bénin, pays que j'affectionne. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'en fait, il a un seul L, alors C'est que ça, Talon avec deux L, comme les anges, je crois, les anges d'un Côte d'Azur. c'est ça, encore un petit signe. Je suis photographe moi-même, donc c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir vous faire participer à ce podcast, à ces deux podcasts pour le coup. Mais avant de parler de votre poste de directeur du musée de photo, j'aimerais un petit peu connaître votre parcours. Alors, je vous proposais de peut-être parler de mes origines, en fait, puisque je suis un Niçois d'adoption. J'ai des racines toulousaines par mon père et égyptiennes par ma mère. Et puis, j'étais partagé dès l'enfance entre Toulouse et Nice. Et puis, vers l'âge adulte, j'ai eu cette opportunité de pouvoir venir m'installer définitivement à Nice et rejoindre donc la Côte d'Azur. Donc, l'histoire commence pour moi à Nice
à l'âge de 19 ans, 20 ans, avec la création d'une librairie-galerie dans le quartier des musiciens où je vendais des livres d'art et de philosophie. Et puis cet espace aussi était un espace d'exposition permanente où je montrais la jeune création contemporaine, photographique, et puis aussi d'autres médiums artistiques comme la peinture. Et puis j'avais également créé une association qui s'appelait Les Chemins de la Connaissance. Avec cette association, j'organisais des conférences avec des auteurs que je faisais venir des quatre coins de la France. Je louais des salles dans divers hôtels de la ville de Nice, des petites salles jusqu'à des grandes salles comme le Plaza. Et puis, je faisais faire des interviews un peu comme vous sur Radio Nostalgie, qui était à l'époque Place Masséna. Les Niçois reconnaîtront, le Radio Nostalgie était situé juste au-dessus de l'ancien tabac sur la Place Masséna. Et j'avais aussi des articles dans la presse locale en retour de mes interviews. Je organisais des séances de dédicaces dans ma librairie. Donc, c'était un lieu d'échange qui était consacré à divers médiums artistiques, notamment la photographie, puis je vous l'ai dit, d'autres médiums artistiques, et puis la philosophie en général. C'était un lieu d'échange. Et puis, cette activité a duré à peu près 3 ans. Et puis après, on va dire, mon activité associative, culturelle, événementielle a bien fonctionné. L'exploitation commerciale un petit peu moins, puisque bon, en fait, j'avais une jolie librairie dans le quartier des musiciens, qui est un très joli quartier, mais je n'ai su que par la suite que pour vivre de la vente de livres, il faut vendre beaucoup de livres, et les marges sur les livres sont assez réduites. Et donc, j'étais jeune et fou à cette époque-là, plein de bonne volonté. Mais bon, voilà, j'ai dû arrêter mon activité commerciale au bout de 3 ans. Et puis, voilà, me tourner vers une autre activité. Ça fera peut-être l'objet de la seconde partie de notre propos. C'est ça. Vous avez fait des études? Oui, de droit. De droit, ok, donc rien à voir. Non, rien à voir avec, on va dire, mon activité d'aujourd'hui. Disons que j'ai fait des études de droit, mais avec, on va dire, un parcours parallèle, une double vie déjà, assez tôt, puisque évidemment, je suis tombé dans la photographie, un peu comme beaucoup de personnes, comme vous, certainement, dès l'enfance. Et puis, j'ai pratiqué, évidemment, je me suis documenté, et puis je me suis intéressé à différents courants de l'histoire de l'art, et puis à la philosophie également. Donc, c'était, on va dire, des études parallèles que j'ai menées en tandem, finalement, avec mes études de droit. Alors pourquoi ne pas aller directement vers l'histoire de l'art pour les études? Oui, c'était peut-être pour rassurer mes parents J'ai toujours cette réponse. Voilà, qui pensaient que c'était peut-être préférable finalement que je m'oriente vers des études de droit. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ce parcours, vous faites bien de le souligner, puisque je pense spontanément à Sebastião Salgado qui a fait des études de sciences économiques, qui est allé jusqu'à faire un doctorat pour faire plaisir à son père. Et puis finalement, voilà, tout cela ne le rendait pas heureux, ne le nourrissait pas intérieurement. Et puis, à un moment, voilà, la vie fait que on décide de se retourner et d'aller vers vraiment ce qui nous anime. Et l'art et la photographie, voilà, faisaient partie de ce qui m'intéressait le plus. Ça me fait sourire parce que pour le podcast Parlons Livre Photo, j'ai pu interviewer d'autres photographes. Et là, je pense à des photographes du continent africain, notamment Robert Renzaou et John Calapo. Un jour, il faudra que je vous montre leur travail qui est incroyable. Et qui, eux aussi, sur demande des parents, ont fait des études, pour le coup, en comptabilité. Ah oui, c'est ça. Et qui, dès qu'ils ont été émancipés, sont partis vers la photographie. Oui, puis c'est un phénomène finalement que l'on observe de plus en plus maintenant de nos jours. C'est une quête de l'essentiel, de revenir vraiment à des fondamentaux, à ce qui nous anime réellement. J'aime bien citer régulièrement René Char qui disait « l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Et on voit bien que les crises successives, environnementales, sociétales, économiques, politiques, etc., nous renvoient finalement vers ce qui est important et l'essentiel. Et c'est pour cela qu'on
on observe justement bon nombre de personnes de milieux très différents qui, à un moment de leur vie, voilà, font un virage et décident de revenir vraiment vers ce qui les anime intérieurement. Et ça a été mon cas. Alors, on va parler un petit peu du musée. Quand vous l'avez intégré, vous n'étiez pas tout de suite directeur, vous avez été adjoint, c'est ça? Alors, c'est une longue histoire en fait, puisque après cette période où j'ai créé ma librairie-galerie à Nice il y a plus de 30 ans, j'ai, pour pouvoir, on va dire, éponger mes dettes de l'époque, rembourser mes crédits par rapport à ma librairie, voilà, j'ai recherché la stabilité et pour moi, l'administration était, on va dire, synonyme de sécurité, de stabilité. Puis bon, j'envisageais voilà, de revenir à mes amours par la suite. Donc, je suis rentré dans l'administration par la petite porte, ne connaissant personne. Et puis, j'ai gravi, j'ai fait mes concours, j'ai gravi tous mes échelons, jusqu'au concours de catégorie A. Et puis, je me suis dirigé dans un premier temps, j'ai eu l'opportunité de refaire un petit peu ce que je savais faire, c'est-à-dire de l'événementiel, organiser des événements. Et puis, j'ai dans les années 98, 97, 98, 99, j'étais à la direction du protocole de la ville de Nice. Et on m'a confié en 1999 la charge d'organiser l'inauguration d'un établissement nouveau qui s'appelait le Théâtre de la photographie et de l'image, boulevard du Bouchage à Nice. Et là, ça a été le choc. En fait, le lieu, vous le connaissez, c'est l'Artistique, hein, qui est un des premiers vrais hauts lieux de la culture à Nice, puisque pendant plus d'un siècle, c'était un cercle privé, c'était un des premiers vrais lieux de la vie culturelle à Nice. C'était the place to be de l'époque, c'était l'endroit où se retrouvait toute l'intelligentsia de la Côte d'Azur. Il y avait des conférences, des expositions, des dîners mondains. C'était vraiment le lieu où se rassemblait tout le banc et l'arrière-ban de la Côte d'Azur. Et puis, c'était très à la mode, c'était les cercles privés de l'époque. Et puis, après un siècle d'une belle existence, ce cercle était en perte de vitesse dans les années 1990. Et puis, à la fin des années 90, le cercle n'ayant plus les moyens d'entretenir ce lieu, a envisagé de le vendre. Et puis, c'est arrivé aux oreilles de la municipalité de l'époque. Et afin que ce lieu magnifique ne devienne pas un supermarché ou un autre commerce, a souhaité le consacrer à la photographie et à l'image. Il y avait cet établissement est né de l'imagination de Jean-Pierre Justeau, qui est le fondateur de cet établissement en 1998, qui a tout créé, qui a créé un établissement magnifique, qui avait constitué un fonds, notamment le fonds Charles Nègre. Et puis donc Jean-Pierre Justeau, à l'époque, donc a été à l'origine de ce projet magnifique. Il a créé cet établissement. Il se trouve que j'étais en charge, moi, d'organiser l'inauguration de cet événement, de cet établissement. Et puis, donc, est né en 1999 cet établissement. Et donc, j'ai pu suivre durant toute la vie de cet établissement, notamment les 10 premières années, toute sa programmation. Donc, il y a une programmation magnifique. C'était un lieu incroyable. C'était une ville à belle époque, avec des petits salons, des plafonds à caissons, et puis cette fameuse salle de l'Artistique, avec cette acoustique particulière. Et puis, donc, il y a eu l'acte 2. L'acte 2, je vais peut-être faire une petite parenthèse dans tout cela concernant mon propos. C'est que en 2009, j'ai fait un virage professionnel à cette époque-là, puisque dans les années 2003 jusqu'en 2008, j'étais directeur du protocole au département des Alpes-Maritimes. C'était une activité où on fait de l'événementiel institutionnel. En fait, c'était très, très intéressant, très passionnant. Et puis, en 2009, je vous le disais, voilà, j'ai souhaité finalement faire un virage professionnel
et revenir vers vraiment ce qui me passionnait depuis toujours, intimement, par conviction et par tout simplement par envie, la culture. Et donc, j'ai eu l'opportunité en 2009 de rejoindre cet établissement en qualité de directeur administratif et financier. Et j'étais en tandem avec le nouveau directeur artistique de cet établissement qui a été nommé en même temps que moi, donc en début 2009, qui était Marie-France Bourg, qui est une femme remarquable, qui a fait un travail magnifique pendant plus d'une dizaine d'années, qui a fait une programmation magnifique, qui a pérennisé, développé cet établissement. J'ai travaillé avec elle, j'ai eu ce plaisir de travailler avec elle. C'était vraiment, on a développé vraiment une relation professionnelle formidable et quasi familiale. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis, donc, entre-temps, l'acte 2 de cet établissement, puisque en 2016, la municipalité avait la volonté de, considérant l'engouement des Niçoises et des Niçois pour la photographie, et puis des régionaux, et puis au sens plus large, pour la photographie, avait la volonté de donner une meilleure visibilité à cet établissement, puisque force est de constater que le théâtre de la photographie, de l'image, Boulevard du Bouchage, était un très bel établissement, mais finalement avec un manque de lisibilité. À partir de l'extérieur, c'était assez confidentiel finalement. Et donc, la municipalité avait une volonté d'optimiser et d'offrir peut-être un meilleur emplacement à cet établissement. Et donc, l'opportunité s'est présentée avec donc l'installation en fin 2016, le déplacement de cet établissement, place Pierre-Gautier, dans un lieu incroyable. L'ancienne sous-station EDF, ancien site de production d'énergie électrique, vous vous rendez compte, un lieu industriel qui avait été acquis par la ville plusieurs décennies auparavant. Cet établissement a eu plusieurs destinations. Il était dans un premier temps le forum d'architecture et d'urbanisme pendant de nombreuses années. Il a accueilli sur les 2 dernières années avant l'installation du nouveau musée de la photographie, il a accueilli une partie des collections de Jean Ferrero. Et puis donc, voilà, l'acte 2, 2016, la décision est prise. On va installer donc le musée de la photographie, place Pierre-Gautier, dans ce lieu incroyable, avec une architecture industrielle hyper intéressante. Et puis, ça a été une belle opération, puisque à cette époque-là, indépendamment du fait que la ville voulait donner une meilleure lisibilité à l'établissement, une meilleure visibilité, cela aussi a permis d'enrichir l'offre culturelle de l'établissement. Puisque, vous le savez, l'établissement, depuis sa création, alterne les expositions temporaires au rythme de 3 expositions. Mais à cette occasion, l'établissement a pu s'enrichir d'une petite galerie mitoyenne, la galerie satellite donc du musée de la photographie, et qui est un espace qui est consacré maintenant à la création régionale. Donc, vous voyez, ça a été très vertueux, puisque nous avons pu à cette occasion, la ville de Nice a pu à cette occasion enrichir le propos, et donc indépendamment des expositions sur les artistes internationaux, mettre un coup de projecteur sur la création régionale. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 2016, puisque, vous le savez, encore une fois, le musée de la photographie Charles-Nègre alterne les grands noms de la photographie historique et contemporaine sur la scène internationale et française, au rythme de 3 expositions annuelles. Et puis, donc, il y a cette galerie mitoyenne, un espace qui est consacré maintenant entièrement à la création régionale, avec soit la jeune création contemporaine émergente, comme par exemple actuellement Alexandre Dufay, qui est une pépite, on va dire, au niveau de la création contemporaine. Et puis aussi, on alterne avec d'autres photographes qui font la richesse culturelle de notre territoire depuis des décennies, comme Jacques Renoir, par exemple, comme Charles Bébert, comme Frédéric Altman, très récemment, et bien d'autres à suivre. Voilà en quelques mots, on va dire, la nouvelle destination de l'établissement. Et puis après, si vous le souhaitez, je peux vous parler aussi maintenant un petit peu du projet et de la ligne éditoriale de l'établissement.
Alors, vous m'avez déjà volé plein de questions et vous Je posez suis la bavard, dernière hein. question qui me restait, vous l'avez posée. Donc, parlons de ce projet et de ligne éditoriale. Comment vous choisissez les photographes Ben, exposés? écoutez, en fait, vous savez, mon prédécesseur, Marie-France Bourg, est parti, a pris sa retraite en 2019. Et donc, à cette époque-là, j'ai exercé son intérim, mais j'ai attendu patiemment la tenue d'un jury, puisque un jury s'est tenu en 2020 pour diriger l'établissement. Et donc, vous imaginez que j'ai eu le temps, moi, en plus de 10 ans, de mûrir mon projet scientifique et culturel et de développement pour l'établissement. Et bon, preuve année, aujourd'hui, je suis là, c'est que mon projet a été retenu. Vous dire tout simplement pourquoi peut-être mon projet a été retenu. C'est tout simplement que je m'inscris pleinement dans l'idée de la culture pour tous. Et je pense que justement, en tant qu'institution publique, considérant que voilà, c'est un établissement, cet établissement, eh bien, il est financé par le contribuable, il est financé par vos impôts, il est financé par tout le monde. Donc, je pars du principe que justement, la culture, elle doit s'adresser à tous. Et j'ai souhaité proposer une programmation avec, même si c'est un exercice difficile, de proposer une programmation avec un spectre le plus large possible, avec toujours une ligne éditoriale très exigeante en termes de qualité, évidemment, mais de pouvoir proposer des artistes, qu'ils soient contemporains ou historiques, qui ont cette capacité à toucher, à fédérer un auditoire qui soit à la fois néophyte jusqu'aux initiés. Vous voyez, voilà, c'est de pas trop cloisonner, de pas faire une programmation trop élitiste. Et justement, il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à toucher, à émouvoir par leur travail, que ce soit, on va dire, des initiés comme vous, et puis d'autres personnes qui sont néophytes, qui vont découvrir la photographie, qui s'y intéressent ou qui vont la découvrir par rapport à notre programmation. Et puis, vous voyez, je vais citer tout simplement, par exemple, un artiste qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai commencé ma programmation avec lui parce que il fait partie de ces artistes qui me bouleversent depuis mon adolescence. Vous voyez, depuis les débuts de la période où j'ai commencé à pratiquer, qui est Sebastião Salgado. Vous voyez, Sebastião Salgado, c'est un artiste incroyable, avec un propos d'une force inouïe et qui va avoir cette capacité à toucher, à émouvoir le plus grand public. Vous voyez, et c'est ça qui, je pense, est important de nos jours, c'est de pouvoir privilégier le plus possible, voilà, ces artistes incroyables, merveilleux, qui ont cette capacité, voilà, de d'émouvoir, de toucher, de bouleverser. Et puis aussi, l'idée tout simplement d'aller à la conquête de nouveaux publics, de publics qui ne fréquentent pas habituellement les musées, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans mon projet, j'ai proposé d'aller à la rencontre de nouveaux publics en allant dans l'espace public. J'ai commencé des expositions hors les murs. Vous l'avez vu déjà, on a commencé sur la place Pierre-Gautier, devant le musée de la photographie. Tout a commencé avec, vous savez, la place Pierre-Gautier a été requalifiée par la municipalité. On a fait cet espace qui n'était pas terrible à l'époque, où il y avait beaucoup de voitures qui stationnaient. La municipalité a décidé de le sanctuariser, a fait un espace magnifique avec une palmeraie. Et donc, vous voyez, il y a 14 palmiers sur la place Pierre-Gautier qui sont entourés de madriers. Madriers en bois qui les entourent, qui permettent d'aubaner ces palmiers le temps de leur enracinement. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours sur Oui, l'espace vert. Mais bon, et à cette époque-là, je me suis dit, mais ces madriers, tout ça, c'est intéressant, ça pourrait faire une scénographie sympa pour faire une expo. ça fait un bon support. On a fait une scénographie, on a fait des supports, justement. On a commencé à faire une exposition qui était, vous le savez, sur Charles Weber, qui était l'exposition qui était en miroir de Salgado dans la galerie, puisque c'était une rétrospective sur Charles Weber, sur notre Jean-Marie Perrier niçois, finalement, qui dispose d'une mémoire de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur. Et donc, on a fait une rétrospective Charles Weber dans la galerie. Et puis, avec ses fils Bruno et Stéphane, on a eu l'envie d'investir la place Pierre-Gautier et de faire une expo sur Belmondo, sur tous les tournages de Belmondo de 65 à 84, et toutes les photos de Belmondo de ces tournages réalisés par Charles Weber,
qui était un de ses amis proches. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis après, d'autres sujets ont suivi. Vous le savez, j'ai organisé l'exposition Yann Arthus Bertrand, aussi, qui était un grand triptyque, qui a été en partie sur le miroir d'eau, avec le propos Terre vue du ciel et 150 photographies. Ce projet labellisé par l'UNESCO en l'an 2000. Cette exposition qui se tenait dans le prolongement du miroir d'eau, sur l'espace Jacques Médecin, comme un musée à ciel ouvert, qui s'est tenu durant plus de 3 mois. L'exposition a été vue par plus de 150 000 personnes sur cette période-là. Après, l'exposition continuait sur la place Pierre-Gautier avec le propos bestiaux, ce travail qu'il avait réalisé sur le Salon de l'Agriculture pendant près de 20 ans pour privilégier, mettre en relief la production française. Et puis, dans le musée, la grande rétrospective sur 45 ans de vie de photographe réalisateur, et puis avec la diffusion du film Legacy, son nouveau film qui venait de présenter quelques mois avant au Festival de Cannes, qui venait 11 ans après le film Homme qu'il avait réalisé avec Luc Besson et qui avait été vu par des millions de personnes dans le monde. Donc voilà, tout simplement pour dire, voilà, l'envie d'aller au contact de nouveaux publics, voilà, et puis pour leur proposer, voilà, de partager des émotions liées à certaines thématiques aussi, puisque dans ma programmation, on peut l'observer, il y a des thématiques qui reviennent régulièrement, entre autres, notamment la photographie humaniste, et puis aussi la photographie environnementale. Voilà, ce sont les grands thèmes. Je suis bavard, non ? Oui, mais moi, ça me va. Moi, ça me va. J'aime bien quand les gens ont plein de choses à dire. C'est beaucoup plus facile pour moi que de devoir tirer les verres du nez aux personnes interviewées. Je pense, sans me tromper, pouvoir dire que Yann Arthus Bertrand est le photographe le plus connu du grand public dans la longue liste des photographes qui ont été exposés. 150 000 personnes pour les visites de son exposition en extérieur, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, pour quantifier tout ça, on a mis des personnes à différents moments de la journée qui restaient 1 heure et qui regardaient un petit peu ce qui se passait, à qui j'avais demandé d'essayer de compter un petit peu sur 1 heure le nombre de personnes qui s'arrêtaient pour regarder les photos, lire les légendes. Et donc, on a fait ça à différents moments de la journée, en semaine, les week-ends, etc. Et donc, c'est ce qui nous a permis de quantifier de manière raisonnable, honnête, on va dire, la fréquentation. Et c'était effectivement un beau succès. Alors, Yann Arthus Bertrand, c'est effectivement, voilà, c'est un monument. C'est un photographe qui son catalogue Terre vue du ciel est le catalogue le plus vendu au monde. Et puis Yann Arthus Bertrand, voilà, au-delà de l'esthétisme de son travail, ce qui est intéressant, c'est que c'est un éveilleur de conscience et qui nous parle, voilà, depuis des années, qui nous éveille justement qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps sur tout ce qui est en train de se passer malheureusement maintenant. Et puis voilà, Yann Arthus Bertrand, c'était une belle aventure aussi, savoir que Yann Arthus Bertrand, il n'accepte pas tous les projets. Yann Arthus Bertrand, quand je suis allé le voir au début, pour la petite anecdote, ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que Yann Arthus Bertrand, il connaît, on va dire, la planète entière, mais il connaissait pas Nice. Yann Arthus Bertrand, vous imaginez, il pensait que Nice, c'était Cannes. Alors moi j'aime beaucoup Cannes, mais je lui ai dit, écoute Yann, non, Nice, ça n'a rien à voir avec Cannes. Nice, c'est la ville des Lumières, il y a une histoire, il y a un patrimoine, il y a une histoire, il y a une richesse culturelle, patrimoniale. À tout niveau, il faut vraiment que tu viennes voir. Il faut que tu vois Nice, il faut que tu vois le vieux Nice, il faut que tu vois tout ça. Et puis, le projet que je lui ai présenté était aussi cohérent par rapport à sa démarche, parce qu'encore une fois, voilà, bon, Yann Arthus Bertrand, il est extrêmement sollicité parce que voilà, il fait bouger le monde, mais bon, il n'accepte que des projets qui sont cohérents par rapport aux idées qu'il porte, vous savez, avec la fondation Good Planet, etc. Et donc l'idée, quand j'ai réfléchi à ce projet, parce que je vous parlerai de ma façon aussi de construire ma programmation. Vous savez qu'une programmation, évidemment, ça se construit longtemps à l'avance. Moi, je travaille sur ma programmation 2 ans à l'avance. Tant pour le musée que pour la galerie. Et donc, cette exposition, je l'ai mûrie longuement à l'avance. Et l'idée, c'est que, vous savez, on était dans une période troublée, tellement triste avec les confinements, etc. Et moi, à cette époque-là, je me disais, bon, on ne sait pas trop où on va, mais j'avais envie d'investir l'espace public pour les raisons que je vous indiquais, c'est-à-dire aller à la conquête de nouveaux publics et puis de tous les publics surtout. Mais aussi, je me disais, voilà, si on est fermé, cette expo, les gens, ils la verront.
Voilà, et ça leur fera du bien. Parce que Yann Arthus Bertrand, ces images, elles sont belles. Et puis, il y a un message. Au-delà de la beauté de son travail, il y a aussi une réflexion. Et c'est ça qui est fort. Et alors, ça marche, Yann Arthus Bertrand, pour attirer des gens vers le musée? Ben oui, oui, forcément, parce que voilà, l'exposition était en triptyque, donc elle renvoyait à la fois sur la place Pierre-Gautier, puis au musée. Et puis c'est surtout qu'on avait, Yann m'avait accordé la diffusion du film Legacy. Vous vous rendez compte que le film Legacy, qui dure plus d'une heure et demie, a été diffusé en continu pendant toute la durée de l'exposition. Et ça, c'était magnifique. On a accueilli une grande partie des écoles de Nice. On a fait venir tous les écoliers pour voir ça, pour écouter. Là aussi, c'était vertueux parce que c'est aussi une de nos raisons de vivre, justement. C'est la transmission des savoirs. Vous savez que la ville place au cœur de ses priorités l'éducation et l'éducation artistique, et puis la sensibilisation à l'environnement et au développement durable. C'est un secret pour personne, on le voit bien. Depuis une douzaine d'années, la municipalité niçoise a placé au cœur de ses priorités le développement durable et l'environnement. On le voit bien avec la végétalisation des espaces, etc. etc. Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle Yann Arthus Bertrand a accepté le propos. Et puis, effectivement, le public était au rendez-vous, il y a du monde, je peux vous le garantir. C'était avec Vincent Munier, je crois, vous m'aviez annoncé fièrement à l'époque avoir dépassé le musée d'art moderne et contemporain de Nice Alors, en nombre de visiteurs. Vincent Un autre Munier, grand nom. alors oui, Vincent Munier, là aussi, c'est vraiment un coup de cœur, Vincent Munier. Ça fait partie de ces artistes qui me fascinent, pas depuis l'adolescence, parce que bon, Vincent Munier, il est un peu plus de ma génération, donc on le connaît, son travail, depuis une vingtaine d'années surtout. Mais bon, moi, je le suis personnellement depuis une quinzaine d'années. Et puis voilà, effectivement, là aussi, vous voyez, Vincent Munier, c'était une belle histoire. Il nous a fait l'amitié d'accepter cette exposition. Vincent Munier, il n'est pas tellement dans la dynamique de faire des expositions, il en fait avec parcimonie. Il n'accepte que des projets qui soient aussi cohérents, vous voyez, avec les idées qu'il porte. Et puis bon, voilà, Vincent Munier, il est maintenant, il travaille beaucoup, on va dire, dans l'édition, avec ses catalogues et puis avec ses films documentaires. Et donc voilà, Vincent Munier nous a fait confiance, a accepté mon invitation, ma proposition. Et donc c'est vrai que l'exposition Les Trois Pôles de Vincent Munier a rencontré un beau succès, donc du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023. L'établissement a été, sur de nombreuses journées, l'établissement le plus visité de Nice. Et c'est vrai que sur la dernière semaine de l'exposition, fin janvier, donc le musée de la photographie Charnec, sur cette semaine-là, a été le musée le plus visité de Nice. Voilà. Et pour nous, bon, voilà, c'est une belle récompense finalement de pouvoir avoir ces résultats, parce qu'on se dit que bon, voilà, nos efforts finalement, il y a des résultats, et puis le public est au rendez-vous, et puis voilà, on est dans l'émerveillement, et puis aussi modestement de se dire qu'en tant qu'institution publique, encore une fois, quand on considère, on va dire, toute cette période troublée actuellement, où on enchaîne les crises sanitaires, politiques, humanitaires, économiques, sociétales, je pense que si, en tant qu'institution publique, on peut proposer aux visiteurs de passer, d'avoir une parenthèse dans un musée niçois, de vivre un bon moment, d'avoir de belles émotions, d'être touché, de parfois même être bouleversé, d'être émerveillé. Ça a été le cas avec Vincent Munier. Bien, voilà, on se dit que finalement, voilà, on se sent utile. Je me souviens d'être allé voir l'exposition de Vincent Munier avec mon fils qui avait 7 ans. Et ce qui m'avait frappé, alors c'était un mercredi après-midi, il y a toujours des enfants en liberté le mercredi. Et il y avait beaucoup de familles dans le musée, beaucoup d'enfants, et extraordinairement un calme incroyable, parce qu'en général, quand il y a des enfants, c'est pas vraiment le calme auquel on pense tout de suite. Et là, c'était très calme, les enfants étaient très intéressés. Ça m'avait frappé.
Oui, c'est touchant. C'est vrai que voilà, ça fait partie de mes objectifs. Encore une fois, c'est de toucher tous les publics. Et vous voyez, voilà, Vincent Meunier, il a cette capacité. Vincent Meunier, il va toucher les cœurs. Il va toucher les cœurs parce que son propos, il est beau. Et puis, au-delà du beau, il est esthétique, il est poétique. Et c'est ça qui distingue finalement le travail de Vincent Meunier de ses confrères, on va dire, dans le top 10 mondial des photographes documentaristes animaliers. C'est la poésie. C'est que, voilà, Vincent Meunier, il fait des belles photos, mais dans ses photos, il y a de la poésie. Et c'est ça qui distingue son travail et c'est ça qui touche le cœur des gens. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'animal n'est pas toujours l'objectif principal de ses photos. On le voit dans son environnement avec beaucoup de pureté. Oui, mais c'est ça, c'est que voilà, Vincent Meunier, il a une écriture photographique particulière, minimaliste. On va dire, l'animal va être la signature, il va l'habiller dans son environnement. Et effectivement, c'est un des acteurs, on va dire, dans sa composition photographique. Alors, vous avez pu rencontrer beaucoup de photographes, j'imagine. Vous avez des anecdotes, des moments sympas Oui, oui, des anecdotes, oui, assez amusantes. Il y en a plein, mais une qui est assez drôle et qui, pour revenir à Yann Arthus-Bertrand, euh, on a, vous imaginez de monter des expositions comme ça, c'est un travail qui se fait longtemps à l'avance. Ça fait l'objet d'aller-retour de Yann à Nice, etc. Et puis, un jour, on est allé avec quelques amis, on est allé déjeuner sur une plage avec Yann et quelques amis. Et puis, au moment de commander, on était plusieurs à choisir du poulpe. C'est bon le poulpe en salade? Oui, très. Ouais, c'est drôle, hein? Et puis Yann qui nous regarde et dit non mais franchement, vous avez vu le film documentaire La sagesse du poulpe? Ce film oscarisé. D'ailleurs, vous l'avez vu le Non, film? moi je ne l'ai pas vu. Bon, à voir. C'est un film documentaire animalier extraordinaire qui a été oscarisé carrément. Ça s'appelle La sagesse du poulpe. Et donc, en fait, c'est un film documentaire qui illustre la relation entre un plongeur sous-marin, documentariste animalier, et la relation particulière qu'il a tissée en 1 an avec un poulpe, avec une pieuvre. Et c'est absolument prodigieux. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont vu ce documentaire ne peuvent plus manger du poulpe. Et Yann, il nous a dit, non mais attendez les gars, hors de question que vous mangez du poulpe à côté de moi, donc vous allez changer tout ça, prenez autre chose. Donc c'est une petite anecdote assez amusante. On parle un peu de la façon dont vous organisez la programmation. Alors je pense que cette partie-là du podcast va beaucoup intéresser les amis photographes qui nous écoutent. Mais oui, alors je vous disais en fait, voilà, ma programmation, je la construis 2 ans à l'avance. Ça fait qu'actuellement, voilà, je commence à travailler, à réfléchir sur 2026, à la fois pour le musée. Bon, pour le musée, ça on le comprend bien puisque bon, voilà, là on travaille avec des artistes internationaux, donc voilà, il y a, vous savez, les expositions, vous savez ce que c'est, en votre qualité de photographe distingué, vous savez que voilà, il y a beaucoup de choses dans une exposition. Il y a l'écriture d'un propos, il y a une scénographie, il y a vraiment tout un concept, il y a une sélection d'œuvres, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Après, il faut imaginer la scénographie, puis après, il y a toute la partie, toute la partie administrative, juridique, etc. Tout ça se construit longtemps à l'avance. C'est aussi une question de disponibilité des artistes, etc. Et puis, bon, il y a aussi un travail on va dire, il y a certains projets il faut aller les chercher. Vous savez, je vous parlerai si vous voulez, mais bon, pas être trop long, mais je peux vous parler de Nick Knight parce que ça, c'est quand même une belle aventure. Aussi, vous parler de Nick Knight. Dire que voilà, je construis ma programmation 2 ans à l'avance, y compris pour la galerie du musée. Alors, toujours en respectant, on va dire, en essayant de respecter cette alternance à la fois entre la photographie historique et contemporaine, et puis aussi avec, pour la galerie, voilà,
j'ai à cœur aussi bon, évidemment, de mettre à l'honneur et de soutenir la jeune création contemporaine. Ça, c'est important en tant qu'institution, voilà, d'être un peu un tremplin pour la jeune création contemporaine. Et puis aussi de célébrer, de reconnaître de leur vivant des monuments qu'on a à Nice, parce qu'on en a des monuments, vous voyez. Quand on parle de Charles Bébert à 86 ans maintenant, qui a une carrière de 50 ans de photographe, journaliste, reporter, qui est une mémoire de la Côte d'Azur, de Frédéric Altman. C'est des personnages qui ont un parcours d'une grande richesse, et je pense que c'est bien aussi de les reconnaître, de leur dire qu'on les aime quand ils sont là, vous voyez, de ne pas attendre qu'ils soient partis pour leur dire on vous aime, on fait une rétrospective, etc. Voilà, donc il y a ça aussi, vous voyez, de mettre en avant aussi et d'honorer nos talents. On parle toujours de lumière quand on parle de Nice, et la lumière est quelque chose d'important pour les photographes. Vous faites des photographies ? Ben oui. Alors moi, je suis assez pudique là-dessus. Avec mon travail personnel. Bah oui, je n'ai rien trouvé sur Internet en préparant l'épisode. Mais oui, parce que en fait, je pense que ça vient peut-être tout simplement de une pudeur, et c'est-à-dire je suis tellement tous les jours face à des photographes tellement talentueux, qui soient, on va dire, que ce soit des photographes internationaux ou des photographes régionaux, niçois, des jeunes talents qui arrivent, qui sont... Voilà. Et je me dis, en fait, moi, pourquoi je suis là ? Je suis là pour les mettre à l'honneur, pour les mettre en relief. Et c'est vrai que j'ai peut-être cette forme de pudeur. Voilà, c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait, voilà, de pas j'hésite beaucoup à montrer mon travail. C'est vrai que vous voyez, je suis assez bavard, hein. Et mon travail photographique est un peu comme ça. Voilà, je suis assez pluridisciplinaire justement là-dessus. On retrouve beaucoup les influences justement sur la photographie humaniste, environnementale. C'est très présent dans mon travail. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas ça qui va intéresser forcément nos auditeurs, les gens. Mais oui, vous avez raison. Je communique pas trop là-dessus, et voilà, j'essaie plutôt de mettre à l'honneur tous ces photographes incroyables que je croise tous les jours. Pour aller au musée, le plus simple quand on est un touriste qui arrive à Nice? Le plus simple, par la promenade. Par la promenade. Par la promenade, et puis on passe par le quai des États-Unis, on traverse le cours Saléya, on arrive sur la place Pierre-Gautier, on voit en face le Palais Sardes, et sur sa gauche, le musée de la photographie Charnègre. Voilà, donc, ou par le Vieux-Nice aussi, on peut y aller, tous les chemins mènent au musée de la photographie Charnègre, vous le savez. Donc un place Pierre Gautier. Je mettrai également le lien dans les notes de l'épisode vers le compte Instagram et le site du musée. Oui, ça, les gens pourront musée Photo Nice, ouais. Voilà, c'est ça. Je le mettrai en dur dans les notes de l'épisode. Ouais. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cet épisode ? Mais tout simplement vous dire merci déjà pour ce que vous faites, parce que bon, vous, je connais votre travail aussi, et bon, voilà, pour moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec un photographe, parce que bon, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi photographe, donc pour moi c'est toujours un plaisir d'échanger. Donc merci pour le temps que vous m'avez consacré, et surtout pour le temps que vous consacrez, on va dire, au musée de la photographie Charnègre, parce que c'est ça qui est important. Voilà, moi je suis là pour ça, et merci pour le relief et l'intérêt que vous portez au musée de la photographie Charnègre. Merci à vous. J'ai quand même encore une dernière petite question. Vous n'allez peut-être pas y répondre, mais je ne vous en voudrais pas. Nous sommes vus mardi dans votre bureau, à l'endroit même où on enregistre, et il y avait un énorme et gros livre qui n'a pas manqué d'attirer mon attention. On a le droit à un scoop pour les prochaines expos, ou les envies au moins de prochaines expos ? En fait, je pourrais vous parler surtout parce que, bon, vous savez, vous le comprendrez aisément, la ville de Nice organise sa communication, et c'est nécessaire à l'échelle, on va dire, de tous les établissements, tout simplement par cohérence des annonces. Et si vous voulez, je ne peux que communiquer, et c'est mieux comme ça, et c'est logique que sur l'année en cours. Si vous voulez, moi je peux vous parler de 2 rendez-vous qui vont venir, qui vont être intéressants. Puisque actuellement, vous savez, on a Lionel Cazan en Air du Temps,
on va faire on va basculer dans un univers complètement différent puisque l'exposition qui va succéder à Lionel Kazan va être une exposition consacrée à un artiste américain incroyable, qui est Jeffrey Conley, qui est on va dire, un des grands maîtres dans la tradition de la photographie américaine noir et blanc du paysage, issu, on va dire, du grand maître, je veux dire, dans la tradition et du grand maître Ansel Adams, on va dire, qui est Jeffrey Conley on va présenter une exposition justement sur la photographie de paysage en noir et blanc. C'est un travail absolument magnifique, poétique, avec des tirages argentiques, dont de nombreux tirages au platine, des grands formats. C'est des images absolument prodigieuses, inspirantes, magnifiques, qui vont, je pense, susciter de belles émotions. Et puis, en fin d'année, vous voyez comme quoi on parle de transition, je parle d'environnement, bon, là, de paysage, on va en parler avec Jeffrey Conley. Et en fin d'année, je vais montrer Robert Doisneau à Nice, qui n'a pas été montré. On va faire plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Je pense. Et Robert Doisneau, je vais montrer évidemment un pan classique, on va dire, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, comme des grands classiques, comme le fameux baiser de l'Hôtel de Ville. Mais je vais aussi montrer un pan beaucoup moins connu de Robert Doisneau, un travail qu'il a fait sur la couleur, et notamment aux États-Unis. Donc voilà, tout ça, c'est sur les expositions qui vont suivre dans le musée. Bon, c'est une belle programmation, j'ai hâte d'y être. Donc je ne peux pas dévoiler le nom du photographe dont le livre était sur la table. Le seul indice que je donnerai aux auteurs, ils auront du mal à trouver avec ce pauvre indice, le livre fait plus de 5 cm d'épaisseur. Oui, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont encore en train d'écouter l'épisode. Merci Monsieur Talon. Merci à vous. À bientôt, j'espère.